Je s'appelle Groot à tous, ici Gwen et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de ce Pride Month et aujourd'hui nous allons parler de Bond. Bond est un film américain sorti en 1996, il est réalisé par Lana et Lily Wachowski, plus communément appelés les Wachowski, et elles sont principalement connues pour avoir réalisé une petite saga nommée Matrix. Bond est leur première réalisation et pour le porter elles ont casté Jennifer Tilly dans le rôle de Violette que vous avez peut-être vu dans Menteur Menteur ou encore dans la saga Chucky. Pour jouer sa compagne, c'est Gina Gerson que vous connaissez peut-être grâce à Showgirl ou encore Riverdale dans le rôle de Corky. Et enfin, César, l'antagoniste de l'histoire, est joué par Joe Pantoliano qui est habitué à jouer de petites salopes, notamment dans Les Goonies, Memento ou encore Matrix. Le film nous raconte l'histoire de Violette, la femme de César, un mafieux assez réputé. Mais un jour, elle va tomber sur Corky, l'une de ses voisines qui fait des petits travaux et qui est récemment sortie de prison suite à un coup qui a mal tourné. Les femmes vont tomber amoureuses et pour s'échapper de leur vie, elles vont décider de monter un coup pour voler 2 millions de dollars à la mafia et de rejeter toute la faute sur César. Sauf que ça va pas se passer comme prévu. Je pense que pour vous parler convenablement de Bond, le mieux est de regarder son premier plan. Mesdames, messieurs, mes non-binaires, voici le premier plan du film. Mais c'est une verge. Et oui, le premier plan du film est un énorme objet phallique, et ce n'est pas parce qu'on est à Buffland, mais pour vous expliquer mon propos, continuons de regarder ce plan. Cet objet est donc la première chose que l'on voit. Par la suite, la caméra va descendre tout en tiltant pour nous montrer un dressing, des boîtes et des vêtements. La caméra va pivoter pour nous montrer des chaussures à talons et enfin finir sur une personne ligotée qui porte des boots noirs, un pantalon noir, un débardeur. On aperçoit un tatouage de H et enfin le visage de la personne qui se trouve être une femme. Et voilà, vous venez de voir tout le film. Alors je vais peut-être développer un peu parce que quand on n'a pas vu le film c'est pas évident, mais du coup on commence sur cette Belle bite. qui symbolise la masculinité qui pèse sur Violette et Corky et qui les empêche de vivre librement. Ensuite nous avons un dressing. Le dressing en lui-même est déjà quelque chose d'associé à la femme et on a en plus les robes et les talons qui augmentent cette idée de féminité et qui seront également les accessoires que Violette va se forcer à porter pour pouvoir survivre dans ce monde. Et enfin ce qui vient casser ça, c'est Corky, ses boots noirs, son jean noir, son débardeur, sa hache dont on reparlera plus tard pour la signification, ses cheveux courts, tout ça vient casser le mythe de la féminité imposée à leur vie. Et en plus de l'image qui est très parlante, il y a les voix qu'on entend qui sont des extraits qui vont venir plus tard dans le film, mais qui vont venir nous raconter autre chose. I had this image of you inside of me, like a part of me. Et qui commence avant la fondue noire sur La bite. C'est donc la première chose qui nous est présentée avant même la masculinité pesante, c'est ce désir, cet amour. Et du coup, derrière, ce qui vient empêcher cet amour, c'est cette masculinité. Bref, ça se répond. Ensuite, quand la caméra va se focaliser sur le dressing, on entend plusieurs phrases. You planned this whole thing. We make our own choices, we pay our own prices. 5 years is a long time. Where's the fucking money? Toutes ces phrases représentent la liberté de Violette. Pourquoi elle veut être libre? La phrase qui l'a enfermée mais qui va aussi permettre de la libérer. L'accentuation de son envie de partir. Et enfin, ce qui va venir contrecarrer ses plans, la folie de César. Ensuite, on a deux fois la même phrase mais prononcée par deux personnages différents. All part of the business. All part of the business. Une fois par Violette et une fois par César. Ceci représente évidemment leur confrontation, leur affrontement au sein du film. Le dilemme final, I made a choice once. What choice? le choix final qu'elle va prendre, I want out. et enfin sa récompense, la raison pour laquelle elle voulait partir. Like a part of me. Et évidemment on entend cette phrase quand on est sur Corky. Bref, en 30 secondes on t'a résumé un film de 2 heures. Et ce qui est absolument génial, c'est que tu t'en rends absolument pas compte. Tu vois ça au début du film, t'es juste intrigué par ces images, par ces voix, et tu te demandes ce qui se passe. Et c'est comme ça tout le long du film, il y a énormément d'idées, énormément de créativité, c'est absolument génial. Par exemple, ce plan. Alors oui, déjà, il est hyper stylé, mais surtout, ça vous rappelle pas quelque chose? Genre, cette scène dans Matrix Reloaded, cette scène où on voit toutes les réactions possibles de Neo, et le choix qu'il va devoir affronter. Et c'est exactement pareil dans Bond. Cette scène est le pivot du film. Elle représente tous les choix possibles de César
Et évidemment, on le verra par la suite, mais il va choisir le pire. Et c'est pas le seul point commun que le film a avec Matrix. Par exemple, cette salle de bain. Elle vous rappelle rien? Alors bon, oui, une salle de bain, mais sinon, ça vous rappelle pas une autre salle qu'il y a dans Matrix? Genre, cette salle, lors de l'interrogatoire de Neo, cette salle toute blanche avec des traits sur les murs qui représente l'enfermement du personnage qui est dominé par l'ennemi de notre personnage principal. Alors il y a une petite différence avec Matrix. Dans Matrix, on voit cette salle qu'une seule fois, alors que dans Bond, cette salle intervient à plusieurs moments. Comme je l'ai dit, cette salle représente l'emprisonnement du héros, mais pas seulement, ça représente aussi qui contrôle le jeu, qui a le pouvoir entre les mains. Et par conséquent, ça ne représente pas que l'emprisonnement du héros. Mais bon, vous allez voir. Première scène où on voit cette salle de bain, c'est la scène où Johnny torture Shelly. Alors même que César n'est pas en accord, alors que pourtant, c'est sa salle de bain, c'est sa maison, c'est lui qui décide. Mais non, parce que c'est Johnny qui a le contrôle de la situation. C'est lui qui fait ce qu'il veut, ce qui sert à nous montrer son importance au sein de la mafia. Et cette scène nous montre l'emprisonnement de deux personnages. De César, évidemment, il ne peut rien faire, il n'est pas dans le contrôle, il ne fait que subir la situation parce qu'il est emprisonné dans cette hiérarchie de la mafia. Et l'autre personnage, c'est notre personnage principal, Violette. Alors certes, elle n'est pas dans la pièce même, mais elle entend tout ce qui se passe. Elle a horreur de ce qui se passe, elle veut fuir ça. C'est quelque chose qu'elle n'aime pas, même César le dit, elle est trop sensible. C'est pas quelque chose qu'elle supporte. Mais pourtant, elle est obligée de rester là, parce que c'est la femme de César, et donc elle doit rester ici parce que elle lui appartient entre guillemets. Elle aussi est emprisonnée dans ce système. Deuxième scène où il y a cette pièce, enfin pas vraiment en soi, mais où cette pièce a son importance, c'est la scène où César fait sa douche, ce qui permet donc à Violette de casser la bouteille de scotch qui a énormément d'importance pour Gino, et donc pour César. Encore une fois, ça sert à nous représenter l'emprisonnement de César au sein de la mafia. Mais surtout, c'est ce qui permet de déclencher le plan de Violette et Corky. C'est grâce à ça qu'elles vont pouvoir voler les 2 millions de dollars. Donc à ce moment-là, Violette échappe à cet emprisonnement, elle prend le contrôle pour pouvoir vivre libre. Mais ça va pas se passer comme prévu. Troisième scène où la salle de bain a son importance, c'est évidemment celle où César cache les corps. Ça symbolise évidemment la libération de César. Il a tué la mafia, du coup il est enfin libre, il n'a plus besoin de respecter ses règles. Mais en même temps l'emprisonnement parce qu'il a peur des conséquences de ses actes. Mais ça vient aussi réenfermer Violette parce que son plan ne s'est pas passé comme prévu. C'est César qui a repris le contrôle. Maintenant elle va subir la décision de César. C'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui contrôle les choses. Du moins, c'est ce qu'il pense. Et enfin, la quatrième et dernière scène où la salle de bain a son importance, c'est la scène où César va emprisonner Violette. Alors bon, j'ai pas besoin de vous parler de l'emprisonnement direct de Violette, mais celle-ci va en profiter pour reprendre le pouvoir. Elle va en profiter pour créer un nouveau plan qui va du coup inverser les rôles, où c'est encore une fois César qui va se retrouver enfermé à cause de la mafia, entre guillemets, et où Violette va se libérer toute seule. Bref, vous l'aurez compris, même une simple pièce a énormément d'importance chez les Wachowski. Bon allez, un dernier pour la route, la scène où Violette et Corky flirtent. Du coup la scène commence où Corky vient toquer chez Violette, cette-ci ouvre la porte, et tout de suite on remarque quelque chose, Violette domine. Que ça soit son chant ou le contre-chant de Corky, elle est au-dessus d'elle. C'est elle qui domine, elle joue son rôle de femme fatale. Violette invite Corky à rentrer et lui explique son problème. Et ce dans un panoramique qui vient casser le chant contre chant pour nous mettre les personnages dans un seul et même plan. Le contre-chant de Corky se transforme en plan d'ensemble, tout comme leur relation de voisine se transforme en autre chose. On retrouve Corky sous l'évier, pas grand chose à dire pour l'instant. Ensuite on a un plan sur Violette, évidemment plongé pour nous montrer sa domination, qui est évidemment un rôle qu'elle joue. On retourne sur l'évier avec un plan assez classique pour le moment. Ensuite, on a une insert sur Corky qui resserre les tuyaux, et au-delà de l'imagerie sensuelle que cela produit, ça représente les liens qui se resserrent entre elles. On retourne sur le plan d'avant, qui est encore une fois assez classique, jusqu'à l'arrivée de Violette, qui va créer quelque chose de particulier, car la caméra va se déplacer. Alors c'est très léger, ça se voit à peine, mais encore une fois, c'est l'arrivée de Violette qui vient changer quelque chose chez Corky. Et aussi notons qu'il n'y a que les jambes de Violette qui apparaissent dans le plan. Alors évidemment c'est encore une fois pour asseoir entre guillemets la domination
de Violette sur les choses parce que elle est toujours debout. Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Alors que Corky est accroupi sous l'évier, mais ses jambes sont également un élément sensuel qui avait déjà marqué Corky lors de leur première rencontre. Et c'est accentué par le focus qui est fait sur les jambes de Violette qui sert à souligner l'intéressement de Corky à son égard. Encore un insert avec cette fois-ci les mains de Corky directement sur les tuyaux avec en plus de l'eau qui va ruisseler. Encore une fois le rapprochement des personnages, encore une fois la sensualité, encore une fois ces deux-là vont ken. Et alors c'est peut-être moi qui surinterprète, mais je pense que l'eau représente le plaisir féminin. Ensuite, plan large, qui semble au départ assez classique. Pour vous dire, je me demandais même son utilité, jusqu'à ce que je remarque quelques petits détails. La caméra tremblote, Violette se dandine, Corky, après de longs efforts, retire le tuyau, et avec le plan d'après, j'ai l'impression que c'est une métaphore de l'orgasme. Car du coup, le plan d'après, c'est une insert sur les boucles d'oreilles qui finissent par tomber. La mission de Corky est finie, elle a retrouvé les boucles d'oreilles de Violette. Alors encore une fois, c'est peut-être une surinterprétation de ma part, mais ça m'étonnerait grandement car chaque plan est réfléchi chez les Wachowski. Et étant donné la sensualité de la scène, ça m'étonnerait vraiment pas que ce soit une métaphore de l'orgasme. Ensuite, passons un peu car la scène est assez longue. Corky redonne ses boucles d'oreilles à Violette, elle répare la tuyauterie, c'est censé s'unir ici, mais Violette lui propose de rester boire un verre. Elles vont donc s'asseoir sur un canapé, et encore une fois, on retrouve ce chant contre chant où Violette domine. Les deux flirtent, font des sous-entendus, mais ce qui vient casser ça, c'est quand Violette remarque le tatouage de Corky. Ce tatouage est une labris, qui était un symbole souvent utilisé par les féministes radicales et par les lesbiennes. Cette hache à double tranchant vient principalement de la mythologie des Amazones, un monde matriarche avec que des femmes, donc sans patriarcat. C'est donc pour ça que ce symbole a servi dans les luttes féministes et lesbiennes, car c'est une représentation de l'émancipation des femmes. C'est donc totalement en lien avec les thématiques du film, et en plus ça sert à indiquer à Corky que Violette sait ce que ça représente, et que du coup ce n'est peut-être pas qu'une simple femme fatale qui joue son rôle de charme, mais qu'elle est peut-être vraiment intéressée par elle. Et puis à ce moment, Violette vient s'asseoir à côté de Corky, ce qui les remet au même niveau, à peu près parce que Violette est toujours légèrement au-dessus d'elle, ce qui vient indiquer que malgré son ouverture, elle essaie toujours d'avoir ce rôle de domination. On continue le chant contre chant, insère sur la chose qui a de l'importance lors de cette scène, son sein. Et regardez, pile à ce moment, Corky se redresse, les mettant presque au même niveau. Elles échangent, nouvel insert sur le sein, avec cette fois-ci Corky qui le serre bien fermement, nouvel insert sur le sein qui va se transformer en plan moyen, qui va revenir nos deux femmes au même niveau, sans domination. On retourne sur le chant contre chant où Violette essaye de garder son rôle de femme fatale avec ses phrases bateau, mais elle n'y arrive pas. Pourquoi? Plan qui commence avec une insert sur la main de Corky qui s'occupe de la robinetterie de Violette. On remonte, on voit la Labrix, Violette qui tremble, leur visage très proche, Corky qui demande si tout ça était fait exprès. Nouvel insert sur leur bouche extrêmement proche avec Violette qui demande No. Fin de son jeu de femme fatale, elle ne désire que Corky et la supplie. Oh, please, Corky. Oh, please. Kiss me. Elles s'embrassent et se laissent à leur désir. On a un magnifique ralenti pour nous faire comprendre l'intensité de la scène, ce moment magique qui est en train de se produire. C'est magnifique, c'est sensuel, et là, quelqu'un toque. Elles mettent plusieurs secondes à réagir, elles sont plongées dans leur envie, elles comprennent pas ce qui se passe, et là, paf, plan large, on vient casser tout ça avec César qui rentre dans la pièce et qui va les interrompre. Bref, vous l'aurez compris, chez les Wachowski, chaque plan est réfléchi. Chaque plan a un sens, chaque plan signifie quelque chose. Elle joue avec les inserts, les focus, les plans zénithaux, les changements de plan sans couper et des tas d'autres idées, tout ça pour nous plonger profondément avec ce que ressentent nos personnages. Regardez cette scène de sexe, oui, je sais, j'avais dit que c'était la dernière, mais bon, hein. Là, c'est vraiment la dernière des C'est la dernières. dernière, les gars. Regardez, si YouTube me bloque pas, regardez cette transition, le passage à chaque mini recoin de leur corps pour nous faire comprendre tout le désir qu'ils éprouvent, tout ça pour finir sur leur visage qui prennent du plaisir. Cette scène nous fait ressentir toute la
tension, toute la sensualité qu'il y a entre elles et tout l'amour. Et promis, c'est la dernière. Allez, c'est parti pour la 8ème dernière. Mais regardez les transitions, et croyez-moi, je m'y connais en transition, mais bon, vous avez déjà vu celle de la scène de sexe. Mais par exemple, celle-ci qui nous fait passer d'un toilette à l'autre. Un peu plus tard, la transition qui va nous faire sortir de la scène avec ce mixeur qui nous fait penser à une chasse d'eau, mais qui en même temps, par son bruit, va venir casser ce qui est en train de se passer. Même celle-ci, on comprend ce qui se passe juste parce qu'on voit la salle de bain. Encore une fois, je vous ai parlé de l'importance de la salle de bain plus tôt, mais en plus, ça sert à lier ce qui se passe chez Violette et ce qui se passe chez Corky. Ça sert à garder le lien entre les deux. Bref, elles soignent chaque milliseconde de leur film. Et j'ai parlé des plans même, de leur sens. Mais si on parle juste d'un point de vue esthétique, c'est magnifique avec ces ombres ultra marquées, ces contrastes, ces cadrages, c'est sublime. Assez parlé de leur mise en scène, même s'il y a énormément à dire, mais parlons un peu du scénario. Vous vous rappelez quand je faisais les liens avec les plans de Matrix? Et bah c'est exactement la même chose avec le scénario. Alors si on prend les scénarios tels quels, ça a pas vraiment de lien. Je veux dire, des lesbiennes qui affrontent un mafieux et un geek qui affrontent des robots. Le lien est pas évident. Mais quand on regarde en profondeur, le film nous raconte l'histoire de Violette, une jeune femme enfermée dans un système, alors celui de la mafia, mais plus généralement celui de la masculinité, comme je l'ai déjà dit plus tôt. Elle va essayer de s'en échapper, notamment grâce à son amour, mais elle devra faire face à un adorateur absolu de ce système, qui veut tellement le protéger qu'il finira par se corrompre lui-même pour faire régner sa justice. Et suite à différents affrontements, différents retournements de situation, le héros finira par faire quelque chose d'inimaginable pour pouvoir vaincre ce système. C'est exactement l'histoire de Matrix. Alors pas avec les mêmes enjeux évidemment, dans Bond il faut sauver Violette alors que dans Matrix il faut sauver le monde. Et évidemment vu que Matrix est une trilogie, le propos est beaucoup plus développé dedans. Mais sinon ce sont les mêmes procédés, les mêmes arcs de personnages et les mêmes messages. Et pourtant les deux films, enfin le film et la trilogie, n'ont rien à voir. Les personnages ont les mêmes développements, mais sont totalement différents. Violette et Neo sont totalement différents, tout comme Corky et Trinity. À la limite, les seuls personnages qui se ressemblent pas mal, c'est César et Smith, qui sont au départ des personnages calmes et sereins, mais qui finissent par totalement dérailler et devenir hyper agressifs. Car ce sont des hommes, et que les hommes sont des enculés. Les Wachowski ont effectivement un message féministe et plus largement progressiste. Comme je l'ai dit plus tôt quand je parlais du premier plan du film, celui-ci va remettre en question la masculinité et le patriarcat qui sont imposés dans cette société, celle de 90, mais malheureusement la nôtre encore aujourd'hui. Alors effectivement, en plus le fait qu'elle soit lesbienne, ça va venir aider à déconstruire cette hétéronormativité également imposée. Le fait que Corky ait un look habituellement attribué aux hommes, jean, débardeur, cheveux courts, et la déconstruction de la femme fatale que va traverser Violette, dont j'ai parlé plus tôt. Montrer un autre chemin à ces dictats imposés, c'est bien, mais montrer les problèmes de ces dictats imposés, c'est mieux. On dirait un discours de campagne. Votez pour moi! Je ferai la France libre, la France forte, la force France. Et pour ça, nous avons le personnage de César, et la parfaite incarnation de l'homme. L'homme vu par la société. Il a du pouvoir, une femme magnifique, et il se fait respecter. Du moins, c'est l'image qu'il renvoie. Car en réalité, il va perdre son pouvoir en une soirée, sa femme ne l'aime pas, et d'ailleurs lui ne l'aime pas non plus, il aime l'image qu'il se fait d'elle, et quand le fils du patron arrive, il ne contrôle plus rien. Tout n'est que paraître. Mais surtout, quand il se fait piéger et qu'une multitude de choix s'offre à lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il réfléchit pas, il bute tout le monde comme un animal qui veut montrer qu'il a la plus grosse. Et c'est cet animal, cette agressivité, cet homme que notre couple va devoir affronter pour pouvoir vivre leur amour librement. Et César n'est pas la seule représentation de l'homme primitif. On a Johnny qui est juste un abruti qui veut taper dans des gens, et Gino qui est ce vieux lion qui attend que les autres fassent tout pour lui et qui est même pas capable de se défendre quand quelqu'un lui tire dessus. Le seul homme qui s'en sort à peu près bien, c'est Mickey. Il est toujours calme et réfléchi et il accepte que des gens veuillent sortir de ce système. Derrière une histoire de lesbienne mafieuse, les Wachowski ont développé tout un propos sur la société. Et enfin, à la conclusion de toutes ces vidéos de ce Pride Month, la représentation LGBT, et vous l'aurez compris, je la trouve excellente. Alors déjà, comme dit plus tôt, le film va se construire autour de cette relation pour pouvoir avancer un propos. Cette relation sert au film, tout comme le film sert à cette relation. Et j'en ai déjà parlé plus tôt, mais pour moi, la preuve de l'excellence de cette représentation, c'est la scène de sexe. Elle est absolument magnifique, extrêmement sensuelle, sans jamais être vulgaire. Et elle nous montre parfaitement le désir et l'amour qu'éprouvent nos personnages. Bref, on voit que ce ne sont pas que des clichés pour faire bander les mecs hétéros. Bond est absolument génial, je vous le recommande énormément, que vous aimiez Matrix, que vous aimez les films noirs, que vous aimez les lesbiennes.
Bond est un chef-d'œuvre. Bref, pour résumer, j'aime Bond.